Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière partie de la responsabilité juridique. Exactement, donc on va traiter les fondements de la responsabilité juridique. C'est-à-dire, on va essayer de répondre à une question centrale, c'est la suivante. La question est la suivante. Sur quel fondement juridique engage-t-on la responsabilité de quelqu'un? Autrement, sur quel fondement juridique peut-on instruire la demande en justice? Et en même temps, on va essayer de répondre à une deuxième question, et c'est quelles sont les conditions de sa mise en œuvre? C'est-à-dire, quelles sont les conditions à remplir et quelles sont nécessaires pour mettre en œuvre une responsabilité de quelqu'un. Alors, donc, il semble que le terme responsabilité, c'est très important, d'où la nécessité donc de le définir. Alors, pour la responsabilité juridiquement parlant, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est simple, la responsabilité est l'obligation de répondre à un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est l'obligation de réparer un dommage causé à autrui, soit envers la victime, sinon envers toute la société. Comme ça, donc, on distingue entre responsabilité civile, c'est-à-dire donc c'est la réparation de dommage causé à une victime, réparation donc envers les victimes, et en ce qui concerne pénal, donc ça concerne la société. Le dommage concerne toute la société. Alors, donc, comme ça, donc, exactement, on distingue entre deux niveaux de la responsabilité. La première est civile, la deuxième est pénale. On va commencer par la responsabilité civile, qui nous concerne beaucoup, dans le domaine, surtout le domaine commercial. Alors, donc, une personne engage sa responsabilité civile quand elle est obligée de réparer un dommage qu'elle a causé à une autre personne. C'est-à-dire, donc, une relation entre deux personnes. Le dommage a été causé à une personne bien déterminée. Ainsi, on distingue entre trois types de responsabilité civile. Donc, la première, c'est la responsabilité délictuelle lorsqu'il s'agit d'un fait volontaire. Et rappelez-vous de la distinction qu'on a faite entre le fait et l'acte. Lorsque la responsabilité peut également prendre la forme d'une responsabilité quasi délictuelle, dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit d'un fait involontaire. Et enfin, la responsabilité contractuelle, lorsqu'il s'agit de l'événement en question qui a donné naissance à la situation étudiée, donc elle concerne un acte. Alors, donc, justement, pour la responsabilité délictuelle ou bien quasi délictuelle, il implique quoi? L'obligation de réparer un dommage qui résulte d'un fait juridique, soit volontaire ou bien involontaire. Alors que la responsabilité contractuelle, elle entraîne donc l'obligation de réparer un dommage qui résulte de quoi? D'un acte. D'accord? Donc, responsabilité aussi bien délictuelle que quasi délictuelle, ça concerne un fait juridique, volontaire ou involontaire, et la responsabilité contractuelle, c'est un rapport avec le dommage comme étant une conséquence d'un acte. Alors, maintenant, donc, pour la responsabilité pénale, donc pour faire quand même une distinction entre civil et pénal, donc ça concerne quoi exactement? Il a la fonction essentielle de punir donc le responsable. La fonction essentielle et la raison d'être essentielle de la responsabilité pénale, l'engagement de la responsabilité pénale, c'est la punition des personnes qui sont responsables d'un fait, ou bien d'un fait généralement, ou bien d'un acte. Alors, donc la punition puise sur le comportement antisocial. Donc la punition, elle a un rapport avec le comportement qui est contre la société, c'est-à-dire qui est nuisible à la société. Le délinquant, ici on parlait de le responsable, le qualifié d'un délinquant, le responsable sur le dommage ou le traite comme étant un délinquant. Alors, donc, la responsabilité pénale cherche aussi à prévenir donc la délinquance, soit déjà la délinquance elle est réalisée,
que le comportement antisocial existe déjà, donc on essaie de quoi? De réprimer ce comportement. Sinon, parfois c'est pour normalement une question de prévention de la société contre une délinquance. Donc comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc la prison et des fortes amendes qu'on demande, qu'on applique, donc ils permettent de quoi? La rééducation et la réinsertion sociale des personnes, des délinquants. Alors donc par exemple, celui qui vole une personne doit être puni, c'est normal. La personne responsable, celle qui a commis l'infraction, est condamnée à une peine d'emprisonnement et ou bien un versement d'une amende. Pourquoi? L'objectif, c'est de réprimer et en fait et prévenir la société contre quoi? Contre ce comportement antisocial qui est le vol. Un petit lexique, l'amende, ça veut dire quoi? Donc, c'est simple, c'est une sanction pécuniaire, une somme d'argent qu'il faut payer, consistant dans l'obligation à verser au trésor. D'accord? Donc, se forme de quoi? D'une somme d'argent. Donc, c'est une sanction pécuniaire consistant dans l'obligation de verser au trésor une somme d'argent déterminée par la loi. C'est la loi qui détermine le montant de l'amende en fonction, bien évidemment, des infractions, parfois même des crimes, s'il s'agit d'un crime commis par un délinquant. Voilà donc généralement donc d'une manière très concise qu'est-ce que la responsabilité pénale. Et déjà, ça se voit que au niveau donc la responsabilité pénale est différente de la responsabilité civile. Rapidement, donc on va s'enchaîner avec la question la plus importante, c'est la question des conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile. Donc on va commencer par d'abord les fondements juridiques. Quelles sont les règles juridiques qu'il faut mobiliser? Pourquoi? Pour justement donc engager la responsabilité de quelqu'un. Alors, donc selon le DOC, le Dahir des obligations et contrats, spécialement l'article 77 au Maroc, donc cet article stipule la chose suivante. Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage, soit matériel, soit moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. C'est-à-dire, la règle selon cet article, tout fait, volontaire ou involontaire, de n'importe quelle personne qui produit d'une manière sciemment ou volontairement à une autre personne, à autrui, un dommage. Le dommage, soit qu'il s'agisse d'un dommage matériel ou bien moral, oblige l'auteur de ce fait à réparer le dédommage, c'est-à-dire à payer donc un dommage-intérêt. Lorsqu'il est établi, il faut normalement vérifier à ce que ce fait est la cause directe de le dommage. Déjà donc voilà le début donc des conditions à réunir et à remplir pour engager sérieusement donc la responsabilité de l'auteur de ce fait. Encore donc dans l'article 78 de Blodoc, de l'Odahir des obligations et contrats, chacun est responsable de dommages moraux ou matériels qu'il a causés, non seulement par son fait, mais aussi même par son fait, mais par sa faute également. Lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe, il faut vérifier que la faute soit la cause directe. Donc, qu'il s'agisse soit d'un fait quelconque ou bien d'une faute, et soit le fait, soit la cause, sans directement, les causes sont directement la cause essentielle donc de dommages causés à autrui. Donc comme ça, donc voilà donc d'une manière directe, puisque bien évidemment donc comment on engage, quels sont les fondements, les règles juridiques et permettent quand même donc lorsqu'on les applique, engager la responsabilité d'un auteur d'un acte qui cause des préjudices ou bien des dommages à autrui. Alors, pour répondre à la question relative au fondement, pour répondre à la question qu'on a posée au début donc sur le fondement juridique de la responsabilité, donc il suffit de quoi? De qualifier l'événement donnant naissance à la situation étudiée. Donc l'événement qui a donné naissance à cette situation de dommage et la demande normalement de demandeur d'engager la responsabilité même de la saisie de tribunal pour demander réparation de dommages. Il faut qu'il soit
soit normalement la qualifie comme étant un fait volontaire ou bien involontaire. Donc il faut revenir sur la définition et le fait, et essayer donc d'appliquer cette définition sur le cas d'espèce, c'est-à-dire sur la situation étudiée, donc pour voir est-ce qu'il s'agit vraiment justement donc d'un fait volontaire ou bien d'un fait involontaire. Les deux permettent quand même d'engager la responsabilité, fondamentalement la responsabilité de l'auteur de ce fait. Et par question, et par conséquence, donc qualifie le niveau de la responsabilité. S'il s'agit d'un fait volontaire, donc on peut dire que la responsabilité elle est délictuelle. S'il s'agit d'un fait involontaire, donc on parle donc de la volonté quasi-délictuelle. Alors maintenant, la deuxième étape, ce sont les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité civile. Effectivement, quelles sont les conditions qu'il faut vérifier pour engager la responsabilité de l'auteur d'un fait ou bien l'auteur d'un dommage causé à autrui. Donc, le premier élément, c'est le fait générateur d'abord. Il faut vérifier est-ce qu'il existe un fait générateur, c'est-à-dire un événement qui a causé le dommage. Alors, le fait générateur est la cause de le dommage. Il faut vérifier normalement est-ce qu'il existe une cause, le dommage causé à autrui. Cette cause s'apprécie diversement selon le type ou bien les régimes de la responsabilité. S'il s'agit par exemple, lorsqu'on parlait donc de la responsabilité civile, est-ce qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle? Donc, il faut voir quelle est la cause derrière. Peut-être donc la non-application donc d'une clause dans le contrat qui allie par exemple l'acheteur, le vendeur. Peut-être maintenant, s'il s'agit de la responsabilité délictuelle, il faut faire la même chose. S'il s'agit de la responsabilité quasi-délictuelle, donc il faut vérifier bien évidemment, donc il faut apprécier donc de la responsabilité. C'est pour cette raison, pour répondre à cette question qu'on vous pose généralement dans les études du cas ou bien les cas pratiques de droit, généralement, donc il faut commencer par d'abord donc qualifier l'événement et se dire soit l'événement fait partie des faits ou bien des actes. S'il fait partie des faits, donc il faut distinguer, préciser, s'agit-il donc de fait volontaire ou bien de fait involontaire. Voilà donc c'est bien évidemment donc les types ou bien les régimes de cette responsabilité, soit qu'il s'agit d'une responsabilité de fait personnel, menant de la personne elle-même, ou bien le fait d'autrui, son enfant, par exemple les parents. Peut-être, par exemple, ils doivent répondre à une responsabilité de quoi? D'un dommage causé par leurs enfants. Peut-être quelqu'un par son chien, un dommage causé par son chien. Ou bien donc une responsabilité du fait des choses qu'il détient. Par exemple, une maison de ruine, donc qui a causé dommage à un enfant, bien à une personne bien déterminée. Alors donc pour la responsabilité du fait personnel, c'est simple, ça veut dire quoi? Donc il repose sur une faute qui peut être intentionnelle ou non intentionnelle, tout dépend. Peut-être normalement la faute de l'auteur de le dommage, soit qu'il est fait d'une manière intentionnelle ou bien d'une manière non intentionnelle. Dans les deux cas, la responsabilité est engagée, la responsabilité de l'auteur. Puis, peut-être, donc, quelqu'un assume la responsabilité une responsabilité de dommage causé à autrui, alors qu'il n'est pas dû à sa faute directe, peut-être à la faute d'autrui. Par exemple, la responsabilité du fait d'autrui, c'est une responsabilité automatique. Tel est le cas de la responsabilité des parents, comme je viens de préciser. Du fait de quoi? De leurs enfants. Ou bien un employeur, dans le cadre de la relation de subordination, donc avec son salarié. Donc là, c'est une responsabilité que soit l'employeur, soit les parents assument, donc alors qu'ils ne sont pas des auteurs directs de la faute, ou bien le fait qui a donné naissance à cette situation. Donc là, on parlait de la responsabilité du fait d'autrui. Sinon, de la responsabilité du fait des choses, le gardien, par exemple, de la chose est présumé responsable.
Car le propriétaire d'une maison ruinée, si un enfant entre dans cette maison et là, il a subi donc un dommage, le gardien, c'est-à-dire le propriétaire de cette maison, sa responsabilité s'engage, il doit réparer le dommage causé à l'enfant. Puis, deuxième élément, donc on a dit donc le fait générateur, la cause, le dommage. Maintenant, le dommage lui-même, il faut qu'il existe. La responsabilité d'une personne ne peut être recherchée ou bien ne peut être engagée que si la victime a subi donc un dommage réel. Donc, c'est-à-dire une préjudice, et là, sinon, donc, alors, on ne peut pas engager la responsabilité de l'auteur présumé, d'accord, donc de ce dommage. Alors, il existe différents types de dommages. On va distinguer ces trois types. D'abord, le dommage matériel, darar al-maddi, est constitué par toute atteinte au patrimoine d'une personne. Le patrimoine d'une personne. Il peut s'agir par exemple d'une atteinte directe à ses biens, par exemple dégradation, détérioration des biens matériels. Par exemple, quelqu'un qui a cassé la voiture d'un autre, un bien d'un autre d'une manière directe. Donc là, il y a une relation, une atteinte directe. Ou encore des conséquences économiques du fait de quoi? Du générateur. Perte de chiffre d'affaires pour un commerçant à cause, par exemple, de la contrefaçon de une de ces marques. Puis, dommage moral. Elle est constituée par une atteinte à des droits extra-patrimoniaux ou bien à des sentiments, par exemple l'atteinte à la réputation. La réputation, normalement, ça, elle cause un dommage moral. Ou bien, si par exemple, donc, il y a une atteinte, pourquoi? Au respect de la vie privée des gens. Là, ça cause des dommages. Un dommage d'ordre moral, donc également ça demande quoi? Une réparation. Alors donc le dommage, enfin le dommage corporel, elle est constituée par notamment à la suite d'une maladie ou bien d'une blessure, donc un dommage alors donc le principe dans le dommage, de manière générale, il faut qu'il soit pour que le dommage, pour qu'il soit réparable, le préjudice ou bien ce dommage doit être, d'abord, il faut qu'il soit direct, certain et sérieux. Sérieux, c'est-à-dire par exemple légitime, le dommage par exemple subi normalement de l'exercice d'une activité illicite, normalement ne peut pas être réparé. واحد مثلا كيمارس واحد الحرفه اللي هي غير شرعيه تصاب مثلا قد الله يسر مثلا لا فونت ديال لا دروغ في المغرب مثلا دخل مع المافيا ولا هذه تصاب ضربوه ولا هذه هذا ان دوماج ني با ريبارable parce que déjà l'activité exercée par la personne elle n'est pas légitime. Voilà, soit qui par exemple l'exercice d'une activité est contradictoire au bon mœurs ou bien à l'ordre public, également, donc ce n'est pas sérieux, un dommage sérieux, donc il ne peut pas être réparé. Alors, ou qui doit être personnel, c'est qu'on a obtenu le dommage, est-ce qu'il soit personnel, ben, la victime directe, ou bien victime par ricochet, c'est-à-dire d'une manière indirecte. Donc voilà en général pour le dommage. Puis on passe le troisième élément qui conditionne la mise en œuvre de la responsabilité, c'est-à-dire il faut vérifier est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, une relation de cause à effet entre le fait générateur, la cause, et le dommage. Ce n'est pas toujours facile à dégager ce lien et à trouver ce lien, mais il le faut. La responsabilité civile suppose une relation de cause à effet, بين ضرر وبين السبب ديال الضرر entre le fait générateur et le dommage. Alors en clair, d'une manière très précise, le fait générateur doit avoir provoqué le dommage, c'est que le fait générateur هو اللي عطانا داك le dommage. Par exemple, la chute de l'arbre a endommagé la voiture d'autrui. Il faut normalement trouver la relation. Alors, donc une petite remarque, pour mettre en œuvre la responsabilité civile effectivement
On a les conditions qu'il faut remplir, mais effectivement, si ces conditions sont réunies, donc il faut vérifier deux choses pour que effectivement donc le dommage pour qu'il soit réparé. Donc il faut d'abord la mise en demeure du débiteur par le créancier, le créancier, l'auteur, بداك الشيء اللي دار لأن ربما يقدر مثلا يحل المشكل à l'amiable. Donc s'il refuse, il faut normalement attendre 6 heures le tribunal et attendre un jugement du tribunal. La réparation de dommages avant un jugement rendu par le tribunal. C'est celui qui donne normalement droit à la victime de demander réparation, en fait, dommages et intérêts. Voilà donc pour les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité. Une responsabilité juridique, certes, on a traité civil. Alors, donc, maintenant, comment répare-t-on un dommage? Supposons que la responsabilité de quelqu'un est engagée, le tribunal a rendu un jugement de réparation. Maintenant, comment peut-on réparer un dommage? Lorsqu'une personne est déclarée responsable de dommages qu'elle a causé, donc elle doit le réparer. Comment? Soit la réparation couvre tout le dommage, l'auteur de dommage doit compenser les préjudices subis par la victime. Peut-être, il se peut parfois qu'une personne subit donc en même temps dommages matériels, peut-être corporel, peut-être moral. Il se peut maintenant est-ce que la personne a subi donc les trois en même temps. Donc c'est-à-dire donc c'est la réparation totale de dommage. Donc il faut qu'il répare les trois en même temps. Sinon, la réparation peut parfois s'opérer en nature soit par nature, le rétablissement de la situation antérieure. Quelqu'un qui a cassé la voiture d'une autre personne, il faut qu'elle répare la voiture normalement pour la rendre à sa situation antérieure. Une personne qui a provoqué la chute du mur de son voisin, doit le reconstruire pour normalement rétablir la situation de départ. Alors donc, ou bien par équivalent, la nature sinon par l'équivalent il paye une somme d'argent contrepartie et c'est à la personne qui a subi le dommage, le voisin, de reconstruire son mur donc d'une manière directe. Voilà pour la réparation. Et on passe maintenant à l'exonération. Sur quelles conditions une personne peut être libéré de la responsabilité. Quelles sont les conditions qui peuvent, par exemple, donner droit à une personne, c'est-à-dire d'être libre et de se désengager donc d'une responsabilité, de ne pas répondre à cette responsabilité. Donc, 3 causes essentielles. D'abord, la force majeure. C'est la cause est due à la force majeure. C'est la cause est due donc le dommage est dû donc le fait d'un tiers. Ou bien il est dû à la faute de la victime elle-même. Donc ici, donc l'auteur supposé ou bien présumé, donc il est libre et il n'est pas responsable, il ne peut pas engager sa responsabilité. Alors donc pour la force majeure, l'article 268 de Dahir des obligations et contrats au Maroc, donc il stipule que qu'il n'y a lieu à aucun dommage. Maintenant, le dommage ne peut pas, dommage intérêt ne peut pas être payé, le dommage ne peut pas être réparé lorsque le débiteur, l'auteur, justifie que une exécution ou bien le retard d'exécution de son obligation provient d'une cause qui ne peut pas lui être imputée. S'il provient d'une cause qui échappe à cette personne, qui est extérieure, telle que la force majeure, le cas fortuit, d'une manière hasardeuse, au hasard, d'une manière accidentelle, ou bien la demeure du créancier. Le créancier هو اللي ما بغاش مثلا واحد مثلا بين لو ديبيتور مع لو créancier peut-être راه la cause ديالو هو la faute en fait ديال le créancier. Donc, on va mettre l'accent sur la force majeure. Alors, donc, il se traduit par une exonération totale. Et là, quand la force majeure, maintenant la personne est exonérée de
également. Alors, comment définit-on la force majeure? Donc, ce n'est pas facile. Donc, il se définit comme étant un événement, d'abord extérieur, les parties. Donc, le débiteur, créancier ou bien auteur et la victime. Donc, il échappe les deux parties. Il est imprévisible, c'est impossible de prévoir. Et certes, donc, il est irrésistible. S'il arrive, donc, c'est de l'impossible de résister ou bien de permettre d'éviter le risque. مثلا l'inondation, فيضانات جاو مثلا واحد الشارع عندك واحد المحصول يعني ريكولت مثلا اغريكول جات الفيضان دا كلشي دونك هنا ما يمكنلكش الا ديجا خلص يقول لا هذه ما عندك ما دير لي دونك سي اون فورس ماجور. Alors donc un événement d'abord il faut qu'il soit imprévisible ou imprévisible, un événement qu'on ne peut pas prévoir même كلش الفيضان واش غيكون ولا ما غيكونش سي l'impossible. Un événement irrésistible, c'est un événement que l'on ne peut pas éviter, même que c'est inévitable, on ne peut pas l'éviter. L'inondation ou le tremblement de terre, s'il arrive, donc déjà, même que les caractéristiques ici ou la fido. Donc, je reprends. Donc, pour que un événement soit qualifié de la force majeure, pour lui exonérer un auteur d'un dommage, pour l'exonérer bien évidemment donc de sa responsabilité. Donc, il faut qu'il soit extérieur, les parties, imprévisible et irrésistible. Donc, 3 conditions à vérifier pour qu'un événement soit qualifié de la force majeure et par conséquent s'exonérer quelqu'un d'une responsabilité. Alors, donc là par exemple, l'article 269 de l'ODOC, il stipule que la force majeure est tout fait que l'homme ne peut pas prévenir, tels que les phénomènes naturels, les inondations, la sécheresse, l'orage, l'incendie, le souterrain, donc et ainsi de suite. L'invasion d'ennemis, le feu de prince, ou une décision aléatoire ou arbitraire de le gouvernement pour suspendre une activité ou là, pour prendre une décision qui est contradictoire, qui a empêché quelqu'un à honorer son engagement vis-à-vis des autres. Pardon, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. Les points considérés, c'est toujours selon cet article, les points considérés, on ne peut pas considérer comme force majeure la cause, il était possible d'éviter, ça c'est évitable, ça c'est irrésistible. Donc, c'est-à-dire c'est impossible de considérer une force majeure comme étant la cause, comme force majeure la cause, une cause qu'il était possible d'éviter, mais c'est là une cause qu'on peut éviter, c'est-à-dire ça, normalement, ça remet en cause la question de la résistance. Si le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir, donc n'est pas également considéré comme la force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. Également, donc c'est la faute, elle est due donc à une faute commise par le débiteur précédemment, antérieurement, donc là on ne peut pas la considérer également comme étant une force majeure. Là, selon l'article 269, qui décrit d'une manière très précise encore la force, qu'est-ce qu'on entend par la force majeure. Deuxième élément, l'exonération, c'est le fait d'un tiers. Les matériels d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne autre que l'auteur ou la victime de dommages, sont une cause d'exonération de la responsabilité civile. Matériel, l'accident entre deux voitures, et là, il a touché la voiture de quelqu'un qui est très proche de lui. Pourquoi? Parce qu'il a essayé d'éviter un piéton. Un passage interdit. Déjà, pour l'éviter, il a dû endommager la voiture de quelqu'un qui est à côté de lui. Donc, c'est le fait de quoi? Le piéton qui n'a pas respecté le code de la route. Donc c'est l'auteur de dommage. Donc, il est, j'allais dire, donc exonéré. En fonction des circonstances, l'exonération sera totale ou bien partielle. Le cas le fait d'un tiers. Par exemple, justement, en cas d'accident de la circulation entre deux automobilistes, le responsable peut être exonéré si, par exemple, un piéton est à l'origine de l'accident. Et là, quand le responsable de l'accident, un piéton, il a ici maintenant la tenté d'éviter le piéton parce que c'est plus fragile que les automobilistes. Donc, là, il est exonéré, l'auteur de l'accident. Puis la troisième cause, l'exonération, c'est la faute de la victime. Généralement, on vous pose cette question dans les cas pratiques.
sur l'exonération. Donc, soit la force majeure, soit le fait d'un tiers, maintenant, soit la faute de la victime elle-même. Le dommage causé à la victime peut s'expliquer en partie ou en totalité par son propre comportement, le comportement ديال l'unité. Maintenant, si une personne se blesse après avoir pénétré dans un chantier interdit au public, donc ça, là, ça concerne sa responsabilité. Dans le chantier, donc, il y a des barrières, on a mis l'interdiction et quelqu'un il a pénétré maintenant dans ce chantier, donc il a subi donc un dommage, donc c'est la faute de la victime. Maintenant, le propriétaire de le chantier ne peut pas répondre, donc il est exonéré de toute responsabilité. Alors, on va finir par la responsabilité pénale et les conditions de la mise en œuvre. Donc, on va voir, c'est la loi qui détermine généralement les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale. C'est différent avec la responsabilité civile. Donc, d'abord, on va commencer par la mise en œuvre. La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la réunion de 3 éléments à obtenir. Presque la même chose qu'au niveau de le nombre, mais ils sont différents. Alors, donc, un élément, là, il faut qu'il soit légal. Mais l'infraction doit être prévue par un texte de loi. Dès que l'infraction est date, ça va déjà il a été prévu par le texte, par le code pénal. Puis, un élément matériel second, le comportement qui a donné naissance à cette infraction donc, est répréhensible. Donc, on peut par exemple repérer le comportement et le décrire. Et enfin, donc, il faut un élément intentionnel, c'est la volonté de nuire. L'auteur, il a une volonté de nuire et de causer un dommage, surtout corporel généralement, ou bien matériel, à la victime. Alors donc des sanctions qu'on peut prévoir au niveau de la responsabilité pénale, généralement au ministère public et au ministère public, et la victime revient l'initiative de procès qui va normalement décider de procès, ce sont les deux. Alors donc devant une juridiction, revient à l'initiative de procès devant une juridiction, elle est ici, soit le tribunal correctionnel, qui prononcera une sanction. C'est elle qui prononce une sanction. Elle a toujours deux choses de sanction, soit les deux en même temps, soit une de ces sanctions. L'emprisonnement déjà, ou l'amende, généralement. Ainsi, prend fin cette vidéo. Donc la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais ici de traiter un cas pratique et la suite du programme, surtout le chapitre des obligations et contrats. Merci pour votre attention.